Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Bragging Rights 2010. Voilà, le concept de Bragging Rights, pour les gens qui ne le savaient pas, c'est un petit peu ce qu'on voit au Survivor Series aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est Raw contre SmackDown, sauf qu'il n'y a pas un système de points en fait. Il y a souvent des superstars de Raw contre des superstars de SmackDown qui s'affrontent, mais ça ne fait pas de points. Le seul match qui est important, c'est celui qui se déroule, encore une fois un peu comme les Survivor Series, c'est-à-dire un Elimination Tag Team Match. Et là, pour cette édition, il y aura eu un 7 contre 7 Elimination Tag Team Match, donc Raw contre SmackDown. Mais vous allez voir que, par exemple, dans les deux premiers matchs, c'est un match, on va dire, interdivisionnel, c'est-à-dire que ce sont des superstars de Raw contre des superstars de SmackDown qui s'affrontent. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de points. Donc, la défaite de l'un ou la victoire de l'autre ne jouera pas dans la remise d'un trophée. Et là, c'est au contraire de Survivor Series. Il y a un trophée à gagner et c'est le roster gagnant du Elimination Tag Team Match qui le remporte, mais plus précisément ceux qui arrivent à survivre au match. Et donc je tiens à préciser que c'était la deuxième et dernière édition de Bragging Rights après l'édition qu'on a eue en 2009. L'analyse n'est pas encore disponible sur la chaîne, mais elle sortira tout bientôt. Voilà, premier match, Daniel Bryan bat Dolph Ziggler par soumission dans un match fantastique. C'est exactement ce genre de match qu'il faut montrer. Non seulement ça va très très bien et de manière parfaite à mon sens pour un opener, mais je trouve que même pour un match, même dans le main event, avec un enjeu, ce serait parfait. Pour moi, ça, j'en demande pas plus. Je trouve qu'il y a une énorme ambiance, que le public est incroyable, que les deux lutteurs le sont tout autant. Je vous le conseille, pour moi, c'est un très bon opener. Et puis, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de points qui sont en jeu, c'est le champion US qui bat le champion intercontinental. Donc, ça fait quand même une petite différence psychologique, peut-être, pour les gens qui le regardent, ou peut-être même pour les lutteurs. Pour l'Elimination Tag Team Match, mais dans tous les cas, il n'y a pas de point là. Et pour cette note, vous allez voir, encore une fois, après l'analyse, que je l'ai très très bien noté. Deuxième match, Nexus bat Dashing Ones pour devenir les nouveaux champions par équipe unifiés. Là, en fait, je suis partagé pour ce match-là. Alors déjà, on a Dashing Ones qui viennent sur le ring. Donc encore une fois, je ne sais plus si les superstars étaient à Raw ou à SmackDown, étant donné que ça fait comme depuis Backlash cette année, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pay-per-view qui est propre à Raw ou à SmackDown. C'est-à-dire qu'on a toutes les superstars de Raw et de SmackDown, vu que les rosters sont toujours là, qui s'affrontent dans le même pay-per-view, et là c'était déjà le cas. Et en fait, je me souviens plus, par exemple, si Bryan était à SmackDown ou Dolph Ziggler était plutôt à Raw, ou bref, je m'en souviens plus. Et là c'est pareil, Dashing Ones, donc Drew McIntyre et Cody Rhodes viennent sur le ring et disent qu'ils n'ont plus vraiment d'adversaires crédibles à affronter dans le roster. Alors c'est là où je veux en venir. Je ne sais plus s'il parlait pour SmackDown ou pour Raw, mais dans mes souvenirs ça devait être SmackDown. Et c'est pour ça qu'il y a Wade Barrett qui arrive et qui dit qu'il a une équipe qui peut se battre pour les titres qu'ils n'ont encore jamais affronté. Et là c'est la Nexus et il présente. On a David Otunga et John Cena qui arrivent et donc qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Mais là où je suis partagé, c'est que le match, à mon sens, il est classique, un peu comme un match de Raw, mais j'en parlerai pas forcément plus. Moi, je suis vraiment partagé entre d'un côté la joie et de l'autre côté la tristesse. La joie parce qu'en fait, Nexus devient champion par équipe et ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir avec le Shield en fait. Le Shield est devenu champion par équipe, donc Roman Reigns et Seth Rollins à Extreme Rules 2013, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Extreme Rules. Et on a Dean Ambrose qui était devenu, donc aussi membre du Shield, champion US dans la même soirée. Et là en fait on a John Cena et David Otunga qui deviennent champions par équipe. Et on a Wade Barrett plus tard qui devra affronter Randy Orton pour le titre de la WWE et qui ne remportera pas le titre, mais j'en parlerai plus tard. Donc du coup ça me rend assez triste. Et là où forcément je suis content parce qu'ils deviennent champions, mais je suis triste pour cette raison et aussi pour une autre raison. C'est que Cena, et vous savez que c'est ma grosse déception parce que la Nexus, encore une fois, c'est mon moment, ma période, ma rivalité, mon équipe préférée jamais vue à la WWE. Et le fait qu'ils aient mis Cena, ils auraient pu faire totalement quelque chose de différent. Pourquoi pas un vrai heel turn même si c'était court. Là en fait Cena, après le match, il va porter son double A sur Otunga. Je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Otunga célébrait avec les deux titres. Il en a donné un à Cena parce que c'était le sien. Et Cena après l'attaque, il célèbre avec les deux titres et part même avec les deux titres. Là je suis pas vraiment content en fait. Je trouve qu'il y a une autre manière en fait pour amener ça. Un petit heel turn bien façonné, puis Cena finalement qui se rend compte qu'il est en train de faire une connerie, ne serait-ce que 2-3 mois plus tard, et qui refait son face turn, ça aurait eu plus de sens. Et là en fait, là où je comprends pas en fait l'arrivée de Cena dans la Nexus, c'est que, à mon sens, ça aurait dû aider justement la Nexus. Et on voit très bien dans ce match-là que ça aide uniquement Cena. Donc Cena a bury totalement des nouveaux. Et je trouve ça dommage, la preuve c'est que Cena arrive avec son thème, alors qu'il fait partie de la Nexus.
Il aurait dû arriver avec la Nexus. Il aurait dû arriver avec ses habits de la Nexus. Or, il a toujours ses habits dégueulasses qui changeaient de couleur chaque année. Bref, vous voyez que ça me dérange en fait. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait quelque chose d'énorme à faire, encore plus que l'idée de base. Et pour moi, je suis déçu. Et malgré tout, le match, comme je vous l'ai dit, il n'est pas ouf, mais il n'est pas mauvais. Et vous verrez que j'ai mis pile la moyenne. Mais pour tout le reste, pour moi, ça mériterait moins si j'analysais la globalité de la storyline, la manière dont c'est raconté. Parce que je trouve qu'il y a plein de défauts. Mais j'en parlerai pas et ça ne touchera pas la note de ce match. Troisième match, Ted DiBiase Jr. bat Goldust pour reprendre sa ceinture qui n'était d'ailleurs même pas en jeu grâce à Maryse qui attaque Aksana. Donc Maryse était du côté de Ted DiBiase Jr. et Aksana, le saucisson, hashtag #DianaCondava si il s'en souvient. D'ailleurs un petit salut à lui, allez vous abonner à sa chaîne, accompagnait Goldust. Et quand je dis sa ceinture, c'est là que vous allez voir que cette rivalité est totalement inutile. C'est qu'on parle pas de la ceinture US ou de la ceinture intercontinentale ou d'autres. Non, on parle du $1 million title. Alors déjà, qu'est-ce que ce titre est moche. Franchement, je crois que à part la bannière de Miss WrestleMania, je crois que ce titre-là est le pire jamais vu à la WWE. À mon sens, il ne sert à rien. Il est moche, il est trop petit. Je le trouve totalement... c'est même pas moche, c'est comment dire, c'est joué en fait, c'est pacotille, c'est dégueulasse. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Pour moi, un vrai titre, c'est un titre soit qui est beau. Par exemple, le titre World Heavyweight, pour moi, il est beau, il a de la valeur. Le titre de la WWE, il y a le logo dessus, on se bat pour la fédération. Ou le titre hardcore, on voit que ça va dans le thème, il a été déchiré parce que on s'est battu pour l'avoir. Là, c'est juste dégueulasse et ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir là. En plus, là, ça part de quoi? Goldust, ils la veulent à la base. Pourquoi? Parce que c'est de l'or. Goldust. À la base, Goldust, ça veut pas dire or, mais ouais, Goldust, oui, ok, peut-être dans ce sens-là. Mais je trouve que ça part de rien. À la base, dans la storyline, on pense qu'il va s'intéresser à Maryse, il s'intéresse à ça, et puis à la fin, je veux dire, c'est totalement stupide parce que Ted DiBiase la regagne, entre guillemets, alors qu'elle n'est pas en jeu. Mais Aksana et Goldust vont manipuler, enfin vont manigancer de nouveau un vol. Ils vont reprendre le titre alors que DiBiase a battu Goldust, je veux dire clean, vous voyez. Mais finalement, Aksana attaquera Maryse et Goldust attaquera Ted DiBiase Jr. et les deux reprendront le titre et ils repartiront. Bah, c'est du vol en fait, c'est juste du vol. C'est pas parce que c'est un match de catch que ça peut pas être du vol. Bref, je me suis fait chier à en mourir tellement ce match était classique. Vous allez voir la note à la fin. Quatrième match, Layla bat Natalya pour conserver son titre de co-championne des divas avec Michelle McCool dans un match ultra boring. Layla qui hurle sans arrêt, vous savez, je critique toujours Kelly, je déteste ça, mais là, Layla, c'est pas beaucoup mieux. Puis le finish qui voit McCool attaquer Natalya dans le dos de l'arbitre, alors que l'arbitre voit tout. Mon cul, ouais, il y a disqualification, mais c'est tellement mal fait qu'en fait, l'arbitre, il dit, laisse tomber, je me suis foiré, et elle aussi. De toute façon, le match il est nul à chier. Je vais repartir et vaquer à mes occupations. Bref, ce match est encore pire que le précédent. Vous le verrez à la fin. Et là, on arrive vraiment dans la grosse partie du pay-per-view que j'adore. Les 3 derniers matchs, dont celui-ci. Kane bat l'Undertaker pour conserver son titre poids lourd dans un bon Buried Alive match. C'est le premier que j'analyse sur la chaîne. Et en fait, je l'avais jamais vu. Et je crois que c'est le deuxième seulement. Il y avait déjà eu un Kane Undertaker avec Kane qui avait déjà battu et enterré l'Undertaker. Encore une fois, j'ai pas suivi cette rivalité, la toute première entre Kane et Undertaker, mais pour les gens qui le savent et qui l'ont suivi, n'hésitez pas à répondre à ma question. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que cette rivalité est un copier-coller de la première. Je veux dire, on a Paul Bearer qui trahit l'Undertaker pour aller vers Kane, on a Kane qui enterre l'Undertaker. Alors, est-ce que c'était dans la même période, est-ce que c'était dans la même rivalité, ou est-ce que ça s'est fait en plusieurs années? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, la Nexus, il n'y avait pas de clan qui avait attaqué l'Undertaker pour l'enterrer, je crois, à l'époque, mais j'ai l'impression que les bases, c'est exactement les mêmes en fait. Et n'hésitez donc vraiment pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Maintenant au niveau du match, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'en vois un et que j'en analyse un. Et pour moi ça s'apparente un petit peu à un I Quit match ou un False Count Anywhere match. Le I Quit pour le côté violent et le False Count Anywhere pour le côté où ça se passe tout autour du ring. Et en fait, on n'est pas obligé, et là en l'occurrence même, c'est pas possible, de finir un match sur le ring. Donc pour moi, le fait que les deux s'affrontent un peu partout dans l'arène, donc avant d'aller dans la zone vraiment où il y a la tombe, ben, ça rajoute quelque chose que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai souvenir de Jeff Hardy ou Maga en 2008, alors je ne me souviens plus du tout du pay-per-view, non merci peut-être, bref, Backlash, non, c'était même en 2009 je crois, Extreme Rules 2009, où
ou Extreme Rules 2008, je ne me souviens plus, mais c'est un Falls Count Anywhere match, et le fait qu'ils aillent dans les escaliers à l'extérieur, j'aimais beaucoup, et là on ressent un petit peu ce côté-là, même si c'est pas autant flagrant. Puis la fin du match voit l'Undertaker parvenir à faire tomber Kane dans le trou, donc encore une fois je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, le but c'est de mettre son adversaire dans un trou qui est déjà creusé, il y a une grue juste à côté et c'est de faire le signe à la personne qui contrôle la grue pour faire tomber la terre dans le trou, mais vous inquiétez pas, la personne n'est pas vraiment enterrée. D'ailleurs encore une fois petite question, n'hésitez pas à me dire comment ils font en fait, est-ce qu'il y a une trappe en dessous, est-ce qu'il y a un petit passage pour pas se faire enterrer, je suppose que oui mais j'ai jamais vu et je ne sais pas. Vous voyez qu'après 12 ans en étant fan, ben on ne sait pas tout, et heureusement d'ailleurs. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Donc justement, Undertaker arrive à faire tomber Kane dans le trou, mais il est vraiment obnubilé par Paul Bearer qui est à côté de la tombe en train de se plaindre. Il veut le mettre dedans, mais il lui met la tête dans la terre, il veut le mettre ensuite dans le trou, mais il y a Nexus qui arrive, qui attaque l'Undertaker. Kane arrivera à sortir du trou, dira à Nexus de partir, que maintenant ça suffit, il va le mettre et la terre va tomber sur l'Undertaker, signe de victoire de Kane et du fait qu'il conserve son titre poids lourd. On arrive à l'avant-dernier match, donc le 7-on-7 Elimination Tag Team Match, donc il servira à remettre le trophée Bragging Rights 2010 à soit Raw ou soit SmackDown. Et donc je vous spoil un petit peu pour les gens qui ne le savent pas, même si ma review n'est pas sortie. Mais en 2009 c'était la team SmackDown qui l'avait emporté, et en 2010 rien ne change, la team SmackDown bat la team Raw. C'est un peu l'inverse des Survivor Series. On a déjà eu 2 éditions au moment de cette vidéo des Survivor Series, et c'est les 2 fois, à chaque fois Raw qui a remporté avec un plus grand nombre de points que SmackDown. Donc vous voyez que là ça s'équilibre un petit peu. Donc la team SmackDown était composée du Big Show, de Rey Mysterio, Jack Swagger, Tyler Rex, Kofi Kingston, Alberto Del Rio et Edge. Et la team Raw était composée du Miz, CM Punk, John Morrison, Santino Marella, R-Truth, Ezekiel Jackson et Sheamus. Vous allez me dire, la team Raw elle a de la gueule. Je veux dire, Miz, Punk, Morrison, même Sheamus, ça fait quelque chose. Mais je trouve que comparé à la team SmackDown, qu'est-ce qu'elle est faible. On a Big Show, Rey Mysterio, Swagger, qui est un ancien champion poids lourd, et puis on a Alberto Del Rio et Edge. Et si vous regardez tous, Tyler Rex, je l'adore, mais on a sur les 7, 5 champions du monde poids lourd. Seul Rex ne l'a pas eu, et Kofi Kingston est un pilier quand même à la WWE, et Tyler Rex c'était un big man qui aurait mérité à mon sens un peu mieux. Voilà, vous allez me dire Ezekiel Jackson qui est l'ancien champion de la ICW du côté de Raw, mais je trouve que ça n'a pas autant d'impact. Je ne suis pas autant fan de Jackson que je l'étais de Rex à l'époque. Peut-être que Rex, j'ai pas vraiment souvenir de son in-ring plus que ça, mais je trouve qu'il avait quelque chose, et je trouve qu'ils auraient pu en faire peut-être un nouveau Mike Knox, en améliorer, ou en tout cas quelque chose avec un gimmick de mec bien badass à mon sens. Bref, le match, j'ai mis qu'il était bon, bien rythmé et avec quelques moments intéressants, mais je vais surtout vous parler des éliminations vu que le match était à élimination, comme je viens de le dire. Donc le premier éliminé, c'est Santino Marella par Tyler Rex après son finish. Deuxième éliminé, Kofi Kingston par Sheamus après son, je crois que c'est son Irish Curse, vous savez, quand il le mettait sur les épaules et qu'il le lançait en avant. Donc ça fait 6-6. Ensuite on a Del Rio qui attaque Rey Mysterio, parce que d'abord il y a une petite mésentente, les deux étaient en rivalité. Forcément ils sont dans le même roster, donc il y a forcément des rivalités. Del Rio n'arrive pas à se retenir, donc il va attaquer Rey Mysterio en le poussant dans les barricades, et Mysterio va se blesser, donc in kayfabe, à l'épaule, et sera pris en charge par des médecins en coulisses, mais il n'est pas éliminé, donc on est toujours à 6-6. Troisième éliminé, on a Jack Swagger par John Morrison après un Starship Pain. On a ensuite Tyler Rex par Sheamus après un petit paquet, je crois, ou encore une fois son Irish Curse, je m'en souviens plus. Donc ça fait 6-4 en faveur de Raw. On a ensuite 5e et 6e éliminé, le Big Show et Sheamus par décompte à l'extérieur, donc double décompte à l'extérieur. Le Big Show a failli remonter sur le ring, Sheamus pas, mais les deux sont éliminés, donc on arrive à 5-3 en faveur de Raw. Ensuite, 2 éliminés du côté de Raw, on a R-Truth par Edge après un spear, et même sort pour Morrison après un spear de Edge, donc on est à 3-3. 9e éliminé, Del Rio par Punk après un roll-up, donc encore une fois on est à 3-2 pour Raw, donc on voit que pour le moment on n'arrive pas à prendre l'avantage, mais Mysterio revient à ce moment-là, et on a la 10e élimination, CM Punk par Mysterio après un 619, donc 2-2, et SmackDown prend l'avantage en éliminant Ezekiel Jackson par Mysterio après un 619 totalement botché. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce petit passage, c'est catastrophique. En fait, Rey Mysterio se loupe en voulant faire son splash. Vous savez qu'il prend l'appui sur ses cordes, mais son pied dérape. Il arrive quand même à tomber sur Jackson, mais Jackson se relève au compte de 2, parce qu'il s'est dit peut-être qu'on va refaire la prise, mais l'arbitre va dire non, c'est 3, donc il va partir. Bref,
gros Capharnaüm, c'était dégueulasse. Donc avantage pour SmackDown en ce moment-là, et donc il reste Miz contre Edge et Mysterio, mais Miz se fera éliminer par Edge après un spear. Donc 2-0 pour SmackDown avec les seuls survivants, Edge et Rey Mysterio. C'est un très bon match et j'ai vraiment hâte d'analyser le Elimination Tag Team match de Bragging Rights 2009. Et enfin le dernier match, Wade Barrett bat Randy Orton par disqualification après que John Cena attaque Wade Barrett après 14 minutes de match. Donc Orton reste le champion de la WWE. Je vous vois déjà venir, vous pensez certainement que je vais dire ouais, une disqualification dans un pay-per-view comme ça pour le main event, qui plus est un match pour le titre de la WWE. Eh bien non, c'est totalement justifié et je vais m'expliquer en fait pourquoi je trouve cela plutôt bien. Alors premièrement, il faut savoir que Cena était dans la Nexus, je vous l'ai dit un peu plus tôt mais je vous le rappelle. Et en fait au tout début du match, Wade Barrett il a dit si je ne gagne pas, je te vire. Il avait justement la possibilité de le virer. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Le virer de la Nexus, ça le virait de la WWE. Voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, Cena, il est confronté un petit peu en face d'un dilemme cornélien, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où, soit il aide Barrett à gagner le match, et donc il perd toutes ses valeurs, mais il reste à la WWE et dans la Nexus. Ou soit il garde ses valeurs, mais il perd son job en attaquant Wade Barrett et en faisant gagner Randy Orton. En tout cas en faisant perdre Wade Barrett et faire gagner Randy Orton pour que celui-ci garde et conserve son titre de la WWE. Donc en fait, je trouve que le stratagème qui a été mis en place, et je me souviens qu'à l'époque, peu de personnes y avaient pensé, c'est que si Cena attaquait Wade Barrett, bien Barrett gagne le match, en l'occurrence c'est ce qui est arrivé, mais Randy Orton conserve son titre. Et je trouve ça très intelligent en fait. C'est le seul échappatoire pour Cena de rester à la WWE et rester dans la Nexus. Tout le monde s'était fait avoir quasiment à l'époque et je trouve ça hyper intelligent de le faire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est intelligent de ne pas donner le titre à Wade Barrett? Je ne pense pas. Je pense que peut-être à ce match-là, c'est normal que Wade Barrett ne l'ait pas eu, mais je trouve qu'au pay-per-view suivant, au Survivor Series, ils auraient dû lui donner. Mais ça, je crois que je l'ai déjà tourné cette vidéo et qu'elle est déjà sur la chaîne au moment où je vous en parle et je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous laisse regarder la vidéo de Survivor Series 2010 pour savoir ce que je pense du fait que Wade Barrett n'aura donc jamais eu le titre de la WWE. Ce que je trouve totalement décevant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le finish voit l'arbitre se faire mettre à terre de manière totalement involontaire par Wade Barrett et Randy Orton. Et là on a la Nexus qui arrive. Même Wade Barrett va dire à Cena de l'attaquer, d'attaquer Orton, parce que c'est son boulot en fait. Mais la Nexus intervient, donc ils sont 3 avec Wade Barrett. Il y a Heath Slater, Justin Gabriel et David Otunga. Et les 4 attaquent Orton pendant que l'arbitre est en dehors. Et on a Cena qui intervient et qui attaque la Nexus pour sauver Orton. Et en fait, il va attaquer justement Otunga, Slater et Gabriel, sans attaquer Wade Barrett forcément. Donc Wade Barrett va lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Et Cena va trouver la stratégie de lui dire mais mec, si l'arbitre se relève et qu'il voit que vous attaquez Orton à 4, tu vas te faire disqualifier, tu n'auras pas le titre. Et en plus Orton gagnera. Donc là, Wade Barrett il dit ok, Cena part. L'arbitre revient sur le ring, les deux se battent encore, donc Orton et Barrett se battent encore 30 secondes, 1 minute. Et on a Cena qui est derrière, on voit qu'il est derrière Orton et là on se dit il turn. Et finalement non, il va arriver derrière Wade Barrett, il va lui faire son double A. Et c'est là qu'il y a la disqualification qui arrive. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a Barrett qui est au sol, Cena qui prend la ceinture et qui veut la donner à Orton, mais Orton lui fait son RKO, et il enchaînera avec un autre RKO sur Barrett. Très intéressant, ce match n'est pas le mieux in-ring, si je peux dire ça comme ça, mais il est rempli de suspense, parce qu'on ne sait pas si Cena va faire un turn, on ne sait pas si Cena va trahir la Nexus, on ne sait pas si Cena aura un impact dans le match, et c'est ce genre de match pour moi qui me font un peu trépider, j'adore ce genre de match où il y a du suspense, et c'est pour ça que j'ai mis une très bonne note, mais on en parle tout de suite. Voilà, donc on va terminer cette longue review avec quelques notes, donc j'ai mis un 9 sur 10 pour le main event, un 9,5 sur 10 pour le Tag Team Elimination Match, et un 8,5 sur 10 pour le Buried Alive match, et un 9,5 sur 10 pour le punner, sinon vous voyez que les autres c'est pas forcément bon, voilà. Et on arrive avec une note finale de 7,5 sur 10, qui est quand même plutôt pas mal, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à tout simplement vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.